Et nous revoilà en direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Donc, nous sommes une vingtaine de participants déjà. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce webinaire. Durant une heure, nous allons parler de la qualité de vie au travail, de la QVT. Voilà, pas de peur. On jargonne beaucoup dans la maison, mais la QVT, ça veut bien dire le bien vivre au travail, la qualité de vie au travail. Et pour en parler durant une heure, je vais avoir l'honneur de vous animer. Je suis Thomas Tressac, je suis à la Com Innovation RSE d'Orange. Et durant une heure, nous allons, effectivement, vous ne voyez pas, mais nous, on vous voit dans le chat. Donc, vous nous voyez, mais nous, on ne vous voit pas. En revanche, vous pouvez nous poser des questions dans le chat directement et nous en prendrons au fil de l'eau pour nos experts. Et Virginie Provenzano, que je remercie, sera aussi là pour répondre à toutes vos questions en tant que modératrice et qui a beaucoup travaillé avec nous sur les contenus. Donc, pour parler de la QVT, qualité de vie au travail, je ne serai pas tout seul puisqu'on a l'honneur de réunir deux belles entreprises, la Mutuelle Générale et Orange. Donc, je suis entouré d'experts. Donc, de suite, on va vous présenter les experts. Donc, Virginie, bonjour. Oui, bonjour. Donc, je suis Virginie Marie, je travaille à la Mutuelle Générale et je m'occupe de l'innovation sociale, RH, et tout particulièrement de la qualité de vie au travail. D'accord, donc tu es en plein cœur du sujet que nous allons aborder dans ce webinaire. Marie-Hélène ? Marie-Hélène Péjoine, bonjour à tous. Je suis responsable RSE à la Mutuelle Générale. D'accord, merci Marlène. J'en profite pour dire coucou à Jimmy, Lamici, Bernard, Florian, qui nous ont rejoints. Bonjour à tous. Vous pouvez poser vos questions dans le chat à nos experts, nous les prendrons au fil de l'eau. Emmanuel ? Oui, Emmanuel Temkin, donc je suis la directrice RSE pour le B2B d'Orange en France, la direction Entreprise France. Et tu es la nouvelle présidente avec l'Élysée derrière. Voilà, c'est ça. Il fallait choisir un fond d'écran autant que ce soit une fois dans sa vie. Voilà. Benoît ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Benoît de Saint-Aubin, je suis en charge de la qualité de vie au travail, donc qualité de vie et conditions de travail d'ailleurs, nouvellement nommé chez Orange. D'accord. Et, donc un beau plateau d'experts. Du coup, pour démarrer, souvent on a des termes, on parle de RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, ou responsabilité sociétale de l'entreprise, suivant les entreprises. Du coup, est-ce que c'est, je vais me tourner vers nos invités partenaires, la Mutuelle Générale, Marie-Hélène, est-ce que chez toi la RSE est au sein de la stratégie de la Mutuelle Générale et est-ce que la QVT est à part ou dedans ou RH, enfin comment ça s'intègre dans ta stratégie RSE, la qualité de vie au travail? Merci beaucoup Thomas, je suis vraiment ravie de participer à ce webinaire. Alors, la RSE, donc chez nous, la responsabilité sociétale de l'entreprise, est réellement au cœur évidemment des préoccupations et de la stratégie de la Mutuelle Générale. J'en veux pour preuve que nous avons adopté tout à fait récemment, enfin en novembre 2020, donc une raison d'être, et que cette raison d'être tourne autour de 3 piliers majeurs, la solidarité intergénérationnelle, l'amélioration de la qualité de vie et l'innovation. Et évidemment, il y a un lien très étroit, naturellement, entre la raison d'être et la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui met en scène, en quelque sorte, 3 axes, l'axe environnemental, l'axe sociétal et l'axe social, qui va nous occuper plus particulièrement aujourd'hui avec la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, pour la Mutuelle Générale, c'est un axe majeur, un axe fort donc, de notre politique RH. On a constaté que la crise sanitaire, pour revenir un petit peu sur la notion de RSE, que la crise sanitaire a renforcé finalement le rôle de la RSE au sein des entreprises. 8 salariés sur 10, c'est un élément fort de motivation et c'est également pour les décideurs, pour 75% d'entre eux, c'est devenu un enjeu stratégique majeur. Voilà Benoît, est-ce que ça, Thomas, pardon, est-ce que ça répond à ta question ?
Oui, mais justement, est-ce que avec la pandémie qui a duré quand même 2 ans, est-ce qu'il y a un terrain d'innovation sociale? Enfin, voilà, est-ce que on explore de nouvelles façons de travailler? Enfin, Alors, peut-être que Virginie va en y termes répondre de aussi. qualité, oui, tout à fait. Et je vais vraiment laisser la parole à Virginie, qui est l'experte sur le sujet. En termes d'innovation sociale et de qualité de vie au travail, nous allons vous présenter, donc Virginie va vous présenter l'Open Travail. L'Open Travail, c'est une nouvelle organisation du travail qui a été co-construite avec les salariés de la Mutuelle Générale, qui est plébiscitée par les salariés de la Mutuelle Générale. Virginie vous donnera les chiffres, mais la proportion de salariés qui ont adopté ce nouveau mode d'organisation du travail est vraiment impressionnante, et de façon volontaire, hein, bien sûr. Donc c'est vraiment une organisation du travail qui met le salarié au cœur de l'organisation et qui, de fait, on peut le prouver grâce aux résultats de notre baromètre interne, renforce l'engagement et la fierté d'appartenance à notre entreprise, la Mutuelle Générale. D'accord. Donc en résumé, c'est quelque chose qui se voit, la qualité du travail. Il y a un bien vivre ensemble des salariés. C'est vraiment quelque chose de concret que l'on a pu mesurer, effectivement, sur l'amélioration de la qualité de vie. Oui, tout à fait. D'accord. Merci Marie-Hélène. Emmanuel, pareil, même question, même sentence. La RSE et la qualité de vie au travail, est-ce que c'est à part, ensemble, intégré ou comment c'est Alors organisé? les deux, mon général. Donc il y a toute une partie où c'est vraiment intégré, dans le sens où dans la RSE chez Orange, donc on a deux piliers, hein. Notre raison d'être, c'est de donner à chacune et à chacun les clés d'un numérique responsable. Et il y a deux piliers, un pilier environnemental et un pilier inclusion numérique. Mais il y a tout ce qui est de base. Dans tout ce qu'il y a de base, il va y avoir l'éthique, la compliance et bien sûr la QVT, qui est quelque chose de très important chez Orange, qui a même modifié beaucoup de nos fonctionnements, hein, jusqu'à tout ce qui est formation. On a un Orange Campus qui est vraiment dédié, en fait, on pourrait dire, à tout ce qui est nouvelle façon de travailler, qualité de vie, bien-être au travail. Comme tu le disais, ensuite, pareil, je pense que pour Marie-Hélène, hein, les nouvelles façons de travailler, le télétravail avec la crise, ça a amené beaucoup de choses, des nouvelles façons de faire. Quand on revient dans les bureaux, on a aussi réorganisé complètement la façon de travailler dans nos bureaux pour tenir compte du bien-être au travail. Alors c'est vrai que souvent on se dit, est-ce qu'il faut parler de bien-être au travail ou qualité de vie au travail? Bon, les deux se rejoignent, hein. Chez DEF, on parle même d'épanouissement des salariés au travail. Donc, dans notre direction, on a quatre grands piliers. La RSE en est un, le business en est un autre, la satisfaction un client un troisième, et on a aussi la satisfaction salariée. Donc, c'est pour ça que je disais, ça peut être aussi séparé, parce qu'on a aussi chez nous des gens qui s'occupent dans notre direction de tout ce qui va être vraiment l'expérience salariée, s'assurer que la prise en compte de la parole salariée est prise partout, et puis des directions comme celle de Benoît, évidemment. Donc voilà, ça peut être. Enfin, il y a des gens qui sont en charge spécifiquement du sujet, donc c'est pour ça qu'on pourrait dire que c'est séparé, mais c'est vraiment une base de ce qu'on met dans la RSE. Et d'ailleurs, c'est ce que nous demandent nos salariés. On a déjà fait des hackathons sur la QVT, donc spécifiquement sur ce thème de la QVT. Et ce qui ressortait, il y avait beaucoup de choses sur le bien-être, à la fois prendre le temps, à la fois s'occuper de son corps aussi. La formation, avoir des compétences qui ne sont pas forcément celles qu'on a aujourd'hui. Et puis bon, chez Orange, on est assez à la pointe là-dessus, puisque dans nos dernières propositions, peut-être que beaucoup de personnes sont déjà au courant, mais l'entreprise propose même à ses salariés une période de respiration. Donc, c'est vraiment l'idée de pouvoir justement prendre en compte le salarié dans sa carrière, dans les besoins multiples et variés qu'il peut avoir. C'est vraiment au cœur de notre projet d'entreprise globale. Merci Emmanuel. Et tu parlais justement, enfin moi depuis le retour sur site, ce que je constate, c'est qu'on a de plus en plus d'accords de télétravail. Donc du coup, généralement 2 ou 3 jours par semaine en moyenne, on est hors de site. Par contre, ce qu'on a mis en place, je sais pas si tu le constates, c'est des rituels pour se retrouver à des endroits, enfin voilà, des rendez-vous, enfin pour se retrouver sur site. On vient au bureau maintenant pour vraiment travailler ensemble, quoi, partager.
C'est ça le but. Et puis donc peut-être que Benoît pourra plus nous en parler, étant à Bridge en plus, qui est vraiment notre comment on pourrait dire, tout ce qu'on fait de mieux en termes de nouveaux locaux, puisque il y a des espaces de travail complètement différents. Il y a effectivement beaucoup de personnes en télétravail, et le télétravail a des bienfaits pour plein de sujets, hein, comme on l'a vu. Et alors sur la RSE, il y a des impacts qui sont directs, évidemment. Et c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent, moi j'en fais partie en tout cas, j'ai un contrat de télétravail, mais en fait souvent je ne respecte pas, parce que j'aime bien venir au bureau pour voir mes collègues, donc c'est le plaisir de se retrouver. C'est un phénomène dont Virginie pourra vous parler, mais qu'on constate aussi à la Mutuelle Générale. D'accord, joie de se retrouver ensemble, d'avoir du lien social et de... Voilà. Bon. Mais merci à toutes les deux. Donc, on voit que la qualité de vie au travail est bien au cœur de la RSE, aussi bien pour la Mutuelle Générale que pour Orange. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des gens en charge justement de la qualité de vie au travail qui vont mesurer, faire vivre cette qualité de vie au travail. Du coup, Virginie, comment ça se passe concrètement? Comment on incarne la qualité de vie au travail à la Mutuelle Générale? Je pense que c'est d'abord une conviction, donc on l'a au sein de la Mutuelle Générale. Comme disait Marie-Hélène, c'est aussi dans notre raison d'être, donc c'est important. Donc après, elle se porte à la fois, et c'est pour ça que c'est important de redire qualité de vie au travail et conditions de travail. C'est tout un spectre qui est large, qui va être de travailler dans les meilleures conditions, dans une bonne ambiance et pour faire un bon travail. Donc on prend en compte tous ces éléments. Et puis après, surtout, je pense que c'est important, et on l'expliquera notamment avec l'Open Travail, c'est d'être agile, réactif, parce que malheureusement, il y a des situations qui arrivent qu'on n'avait pas obligatoirement anticipées. Et si on reste dans un schéma figé, ben là, on peut arriver à être en contradiction, même avec des bonnes intentions, être en contradiction et abîmer cette qualité de vie au travail. Donc, ça demande de l'écoute, de la souplesse, de l'attention. On a notre baromètre annuel qui nous permet aussi d'étudier un peu les attentes, là où les résultats sont bons, là où il y a des améliorations. Et puis, c'est aussi un accompagnement auprès des managers, parce que cette qualité de vie au travail, bien sûr qu'on peut proposer des actions, on le fait, on peut avoir des intentions, mais il est vraiment important que ça soit porté par tous les acteurs de l'entreprise, de l'équipe managériale, et puis aussi le collaborateur qui est co-responsable, si je puis dire, de sa qualité de vie au travail, à la fois par ce qu'il en fait, et puis aussi par l'expression et par sa capacité à pouvoir nous dire ce qui va et ce qui ne va pas, que ce soit nous, les RH, ses représentants du personnel, son manager ou n'importe qui au sein de l'entreprise. Donc, c'est vraiment cet écosystème et cette co-responsabilité qui me semble, moi, très importante dans la qualité de vie au travail. On ne peut pas la faire seule et on ne peut pas la décider seule, et elle doit se faire en résonance. Merci Virginie. Benoît, tu veux compléter? Oui, peut-être en effet resituer la qualité de vie au travail. C'est que la qualité de vie au travail est vue par certains, d'ailleurs certains se font nommer des well-being officers en anglais, je n'ai pas la traduction en français, mais en fait ça couvre, comme le disait Virginie, un spectre qui est large. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr cette notion de bien-être, c'est une évidence, donc qui va permettre de s'occuper de faire du coaching, du sport, améliorer sa nutrition, etc., qui est un élément qui est important. Mais ce n'est vraiment pas le seul. Il y a toute la dimension qui est liée, bien sûr, à la santé au travail et à la prévention. Et là, on va être au cœur, entre autres, d'évolution, je vous en parlerai dans un instant, mais qui est en fait toute la partie prévention des risques, avec le développement de risques émergents, du fait des évolutions des éléments de contexte. 2, le travail en tant que tel. Le travail dans l'approche de qualité du travail. Donc aujourd'hui, on l'a bien vu, la notion de charge de travail qui existait un peu dans le passé, on adressait ce sujet, aujourd'hui est une réalité. Et elle a été développée de par, je dirais, les évolutions des modes de fonctionnement qu'on peut avoir aujourd'hui et qui existent. C'est l'organisation du travail, justement, dans la gestion de l'équilibre vie personnelle.
avec le développement de l'hybride, et donc le fameux télétravail dont on a parlé il y a un instant, et comment dans ce travail adresse-t-on la notion et la gestion de l'individuel par rapport à la gestion du collectif. Aujourd'hui, la notion de collectif a encore plus d'importance que dans le passé. Hein, on parlait de retour sur site tout à l'heure. Il faut se re-questionner sur l'ensemble de ces thématiques. Puis après, il y a le dernier point, enfin, 2 derniers points qui sont le management. Hein, le manager qui se transforme, qui évolue, qui gère à la fois, bien sûr, des situations individuelles, des situations collectives qui ont bougé dans le temps. L'écoute salariée, encore plus importante, parce que nous sommes vraiment dans une évolution de paradigme et une évolution de contexte. Et puis, en fait, le dernier point, c'est l'environnement de travail, avec les impacts de l'immobilier, des espaces de travail dont on a parlé avec Emmanuel il y a un instant, que ce soit sur notre nouveau siège ou dans le cadre des projets immobiliers que nous pouvons avoir en France ou à l'étranger, où il faut adapter notre immobilier, le concept immobilier, le concept donc d'environnement de travail aux évolutions que nous vivons. Aujourd'hui, le contexte, et là on le vit tous, a évolué depuis environ 2 ans. Et je pense qu'il faut qu'on pose un nouveau regard sur justement les enjeux de la QVT. Les enjeux pour moi de la QVT d'il y a 2 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Alors je vais peut-être certainement dire des lapalissades, mais en fait il faut certainement les reposer pour partir sur un socle commun. C'est de se dire, les évolutions que nous avons vécues entre le Covid, le développement de l'hybride, le fait que les attentes aujourd'hui de tout à chacun, et donc par définition des salariés, je dis bien les citoyens et les salariés, les citoyens c'est pour Emmanuel avec l'Élysée derrière, voilà, donc aujourd'hui, tout cela fait que les projets de transformation qui continuent, les entreprises ne s'arrêtent pas non plus de transformer, tout cela fait que les éléments de contexte bougent, évoluent, et donc il faut se réadapter, se reposer les questions sur est-ce qu'aujourd'hui nous avons les organisations et nous adressons correctement la QVT. C'est la raison pour laquelle il y a un peu plus de 2 ans, on l'a fait juste avant le Covid, ça a été fait en novembre 2019, nous sommes réinterrogés pour nous dire est-ce qu'aujourd'hui nous sommes armés, est-ce que nous avons les éléments, et que ce soit en termes d'organisation, en termes de vision stratégique, en termes de moyens, pour adresser ces nouveaux enjeux. Alors, nouveaux enjeux que nous n'avions pas, on avait peut-être intuité, mais que nous n'avions pas encore vécu, puisque c'est le Covid qui en fait a déclenché tout cela. Donc on s'est rendu compte, on a fait un état des lieux, et je ne vais pas vous refaire tout l'état des lieux, ce serait un peu trop long, mais on s'est rendu compte de 2 choses, c'est que nous avions aujourd'hui une organisation, il y avait une politique et une stratégie qui étaient clairement définies, mais nous n'étions pas en mesure de sécuriser réellement de bout en bout le fait que nous adressions ces sujets du plus haut niveau de l'organisation au niveau le plus opérationnel. Et la qualité de vie, on l'a dit, c'est vraiment qualité de vie au travail et conditions de travail. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y avait des ajouts et des améliorations à apporter. Alors, pour ne pas être trop long, parce que Thomas va réduire le temps, on a développé 5 enjeux. Le premier, c'est de faire en sorte que l'on revoie l'organisation et les modes de fonctionnement. Ça s'est traduit par quoi? Création en septembre 2020 d'une direction rattachée à la DRH du groupe qui aujourd'hui n'adresse que la qualité de vie au travail. Avant, il y avait 2 directions. Maintenant, il n'y en a plus qu'une seule. C'est un signal qui est important. Oui, mais tu travailles quand même avec les directions métiers. J'y arrive, mon cher Thomas. Bien sûr. Ça, c'est au niveau corporate. Et en fait, cette approche, en fait, a été mise en effet miroir dans toutes les divisions opérationnelles. Nous avons clairement défini dans les grosses organisations toujours la même chose. On se pose la question, mais que fait le central, que fait le local? Il y a parfois des problèmes Ça a été complètement clarifié. D'accord? Donc, ça donne beaucoup de sérénité dans les modes de fonctionnement. Et il n'y a pas d'un côté un corp et de l'autre côté des opérations. Il y a vraiment une approche qui est commune où on co-construit la politique et la méthode. Ça, c'est au niveau du corps, mais on le fait avec les divisions. Et après, au niveau des divisions, aujourd'hui, vraiment, et ce n'est pas applique, parce que c'est surtout pas ce qu'on souhaite, c'est aujourd'hui, puisqu'elle le co-construit, adapte et ajuste
par rapport à une ligne directrice et à un cadre commun qui a été défini, l'ensemble de ces approches pour qu'on ait la cohérence dans notre approche QVT au sein de l'ensemble du groupe. Ensuite, en commun, nous faisons des REX et on met en place des boucles d'amélioration. Bon, on a l'impression que tout s'est fait au mois de septembre. En fait, non, ça s'était fait un peu avant. On avait bien sûr travaillé sur ces sujets, mais c'est un élément absolument essentiel. Donc, chacun sait ce qu'il a à faire. Le point numéro 2, on adresse les nouveaux risques. Donc, développement de la prévention primaire. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne la prévention secondaire et tertiaire, mais vraiment, on travaille sur le primaire. 2 exemples. Nous avons aujourd'hui les résultats d'enquêtes paritaires triennales que nous faisons sur les enquêtes conditions de travail et stress. 159 questions. Ça arrive tous les 3 ans. C'est une mine d'informations pour identifier les thématiques qui sont essentielles. Je vais vous en citer certaines. Alors, on les lit dans la presse, mais l'intérêt, c'est que nous, on peut les factualiser par rapport à certaines organisations. On parle de notions de sens, on parle de notions de charge de travail, on parle de notions du management qui aujourd'hui a vraiment besoin d'avoir un soutien puisque c'est lui qui est relais de l'ensemble de ces actions et qui est en première ligne, c'est cette front line qui doit mettre en œuvre et s'adapter à toutes les évolutions dont j'ai parlé précédemment. On parle d'autonomie dans la mise en œuvre, les marges de manœuvre, etc. Toutes ces questions-là, elles sont connues. Elles sont exacerbées du fait des évolutions du contexte. Donc aujourd'hui, ce sont les sujets que nous adressons tout particulièrement. Donc ça, c'est le 2e thème, c'est adresser les nouveaux risques et investiguer sur le champ de la prévention primaire. Le 3e, c'est faciliter l'expérience salariée. On parle de QVT, c'est absolument superbe. La seule question qui se pose, c'est qu'il faut qu'on adresse à la fois des sujets et qu'on sensibilise à ces sujets de tout à chacun. Je crois que c'est Emmanuel qui parlait de formation. Donc aujourd'hui, renforcement, rationalisation et simplification surtout en termes d'accessibilité des formations que nous menons. Amélioration de la gestion des situations individuelles, plus efficace. On parle de sujets qui se développent aujourd'hui, tous les sujets de situations individuelles qui mélangent à la fois des thématiques médico-professionnelles. D'accord ? On voit ces évolutions, il faut les adresser différemment. Gestion du collectif et la sensibilisation au travers d'une application sur smartphone que nous sommes en train donc de lancer et de tester pour regarder comment est-ce qu'en fait on peut toucher ceux qui sont au plus proche du terrain pour sécuriser cette sensibilisation. 4e point, renforcer le dialogue social, faire en sorte que sur l'ensemble de ces thématiques, les organisations syndicales soient au plus proche des analyses et surtout des solutions qui pourraient être apportées pour que nous ayons une grammaire commune et une compréhension commune. Puis enfin, le dernier point, c'est qu'on parle souvent de la France, nous sommes un groupe, de faire en sorte qu'on déploie beaucoup plus à l'international l'ensemble de ces thématiques pour avoir en fait une vision globale. Tout cela, donc en fait, on part, si je vais faire une synthèse, à la fois de la vision stratégique avec ses différents enjeux et derrière par des mesures. Alors, toutes ces bonnes résolutions ne suffisent pas. Encore faudrait-il qu'elles se traduisent par des faits probants constatés sur les sites. Ben oui, justement, vous avez tout à fait raison. Et c'est ce que je dis à mes équipes, c'est que moi, je viens du business, donc je viens sur les traitements à 48 heures. Donc voilà, c'est tout, parce qu'en fait, il y a un client, il y a un problème, il faut le résoudre. La qualité de vie au travail, c'est un sujet qui se travaille format marathon. Donc, bien sûr qu'on peut mettre des tas de choses probantes, et il y a des choses probantes qui arrivent et qui sont faites, mais tout ça, ça se construit. Et ça se construit au travers des différents enjeux qui sont menés. Si vous voulez des traductions qui soient concrètes, je vous en donne quelques-unes. Alors, c'est peut-être technique, mais je pense que tout le monde connaît un peu tout ça. Nous sommes en train d'harmoniser les DER. Nous avons repris les 250 formations qu'il y a sur la qualité de vie au travail pour faire en sorte qu'il en reste 15. Vous voyez ? Et on ne va pas dénaturer les trucs, c'est simplement pour que ce soit accessible et compréhensible. On met en place cette fameuse application en POC. On ne va pas lancer ça du jour au lendemain. Il faut être sûr que ça réponde à des besoins. Donc tout ça, vous voyez, sont des choses, on a un puzzle, on a une vision des priorités qui sont très claires avec des approches qui sont très opérationnelles. Et derrière, voilà, tout ça, ça se fait avec des hommes et des femmes. Donc, au-delà des moyens que nous y mettons, l'enjeu, c'est de faire en sorte que tout à chacun, soit sensibilisé, comprenne l'intérêt. Et en effet, au fil de l'eau, petit à petit, ça va se faire par petites touches,
puisse voir les évolutions, les apports que ça apporte pour derrière, et on en reparlera dans 3 ans, moi je n'ai pas peur de dire ça, hein, monter tout ça, c'est un truc à 3 ans, pour faire en sorte qu'après, on ait une qualité de vie au travail qui soit à l'aune des ambitions que nous pouvons avoir. Voilà. Donc c'est vrai, c'est toujours frustrant, hein, ces sujets-là, mais aujourd'hui, voilà, il faut qu'on allie entre, il ne faut pas mélanger vitesse et précipitation, il faut faire du quick win, et derrière, monter les socles qui derrière nous engagent tous collectivement par rapport aux enjeux que nous avons sur ce sujet. Et les enjeux sont vraiment colossaux, je trouve, et on a une chance formidable, c'est que nous sommes en train de vivre réellement une évolution totale dans nos modes de fonctionnement, dans notre réflexion, dans l'approche que nous devons avoir. Donc, il ne faut pas tout changer. Il y a des assets aujourd'hui que nous avons, il faut capitaliser dessus. En revanche, il faut certainement sortir du cadre sur l'ensemble de ces thématiques. Merci Benoît. En tout cas, je vois que tu as réveillé le public parce qu'on a pas mal de questions après les interventions de Virginie et de toi-même. Il y en a une qui vous concerne tous les deux, Virginie et Benoît, je pense. Je remercie Philippe Vauvard de l'avoir posée, hein, que je salue au passage. Je comprends qu'il y a un engagement de moyens autour de la QVT, hein, pour les deux entreprises. Avons-nous un engagement de résultat et comment cela est mesuré? Tu l'as plus ou moins dit, mais concrètement, Benoît, Virginie, comment on mesure, on adapte cet aspect-là? Virginie, tu veux démarrer? Je peux. Alors nous, on a, comme je le disais, comme vous avez également, hein, c'est ce baromètre annuel qui permet de valider les différentes actions qui ont été mises en place. On a également des retours, bien sûr, d'expérience selon les actions. Alors après, on est sur une dimension d'entreprise tout autre qu'Orange, hein, nous avons un peu moins de 2000 collaborateurs. Donc voilà, même si les ambitions, les enjeux restent les mêmes, la mise en pratique et le retour des collaborateurs est peut-être un petit peu plus simplifié parce que on a aussi les relais des RRH, les relais des managers qui nous permettent d'avoir des retours, d'adapter. Et puis, bien sûr, on fait un bilan tous les ans des actions qui ont été mises en place, de leur effet aussi. Je pense qu'une des questions importantes du baromètre, c'est la perception de leur qualité de vie au travail et pas que l'équilibre vie privée, vie personnelle, qui est bien sûr un enjeu important et de plus en plus important, mais aussi la relation managériale, comment on se sent au sein de son équipe, la formation, enfin tous ces sujets donc ils sont étudiés dans le cadre du baromètre et puis les échanges qu'on a bien sûr avec les collaborateurs et c'est ça qui doit aussi perdurer pour vraiment ressentir la qualité de vie réelle de nos salariés. Alors, pour nous, en effet, alors nous l'avons à plusieurs niveaux. Le premier, je vous en ai parlé, donc c'est l'enquête conditions de travail et stress qui est triennale. Alors là, qui rentre vraiment dans un niveau de détail important, qui nous permet, ça fait la 5e édition, donc c'est un peu comme des saisons, on est capable de réussir à voir les dynamiques, voir ce qui évolue, dans quel sens, etc. Le sujet numéro 2, c'est le baromètre. Hein, on a un baromètre salarié annuel. Ensuite, et c'est absolument clé dans cette organisation, c'est le retour de mes homologues, si je puis dire, au niveau opération de division sur les mises en œuvre, alors sur les différents sujets. Nous avons un observatoire des risques qui regroupe tous les acteurs de la qualité de vie au travail, que ce soit les acteurs de la médiation, les référents harcèlement, handicap, préventeurs, médecins, etc., où on regroupe tout ça. Et en fait, tous les 3 mois, on fait un point et on regarde quelles sont les évolutions. Donc, ce sont des capteurs complémentaires. Et le 3e sujet, c'est un tableau de bord. Alors, un tableau de bord qui, initialement, devait avoir 5 indicateurs, mais en fait, on sait que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a 5 piliers à la qualité de vie au travail, mais qui permettent de mesurer le développement de l'absentéisme. Ça va du développement de l'absentéisme jusqu'au nombre de visites médicales qui peuvent être faites, au développement du nombre de situations individuelles qui peuvent être gérées, etc., etc. L'agrégation de tout cela nous permet de voir ce qu'il en est. Ça, c'est pour des éléments de mesure divers et variés. Et après, un peu de manière spécifique, typiquement, l'analyse des transformations à partir du moment où nous faisons... Bernard est très en forme. Bernard est en forme, ouais. Bernard est très en forme. Donc,
Ce qui est important, c'est de se dire par rapport à tout type de transformation que nous menons, qu'elles soient immobilières, organisationnelles, d'outils ou autres, c'est d'avoir le retour à chaud de ce qui se passe et surtout d'en faire un suivi. On a un peu trop tendance, justement, à dire, voilà, il y a un barreau, il y a une enquête, etc. Donc tout le monde va au plus mal ou tout ce genre de trucs, très bien, parfait. Mais une fois que ça s'est dit, c'est comment ça se passe sur la durée. Quelles en sont les évolutions? Mesurons un peu les actions qui sont menées. Et communiquons mieux sur les actions qui sont menées. Ça, c'est aussi un point. Donc, l'alliance de tout ça fait que on est en mesure de mesurer, et ce n'est pas une approche de ravi. Hein. C'est qu'aujourd'hui, celui qui m'explique, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe, de lire la presse, de discuter avec nos collègues, comme nous le faisons avec la Mutuelle Générale ou autre, de ce qui se passe dans notre environnement. Aujourd'hui, c'est un sujet. La question n'est pas de savoir si aujourd'hui ça va bien ou ça va mal, c'est plutôt d'identifier les problématiques et de les adresser et de s'y tenir. Une autre question de RVB6, je pense que peut-on encore parler de qualité de vie au travail quand on ne vient plus au travail sur site? Benoît, c'est pas parce qu'on vient plus sur site? Mon sentiment déjà, c'est pas quand on ne vient plus sur site. C'est que, aujourd'hui, d'abord, il y a très peu d'entreprises qui sont à 100% télétravail. Point 1. Ce n'est absolument pas la position de l'entreprise où aujourd'hui on sommes bien sur un partage, une approche pendulaire qui se fait entre présence sur site et présence à la maison, enfin en télétravail. Pourquoi? Parce que c'est une évidence. Aujourd'hui, le lien social, le collectif est absolument essentiel. Le fait, nous avons perdu durant ce confinement les petits regards, les signaux faibles, etc., qui construisent une relation. Et on le voit, et je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, où en fait, il y a eu le boom du télétravail. D'accord ? Qu'est-ce que l'on voit chez nous? C'est que, ça y est, les acteurs qui voulaient être en télétravail, c'est fait. Ils ont pris leur avenant. Et derrière, ils ont ajusté, en fonction de ce qu'ils ont vécu, ils ajustent leur nombre de jours. Et là, il n'y a pas eu d'enquête particulière qui a été faite, si ce n'est au travers de ces CAFI, mais il ne focusez pas que sur ça. Qu'est-ce que l'on voit? C'est qu'il y a une très grosse attente justement pour se retrouver, de mettre en place les fameux rituels, et parfois, certaines personnes peuvent revenir, mais là je schématise et bien sûr je suis un peu extrême sur le sujet, mais pour pouvoir se retrouver à une machine à café. Et alors, c'est très important. Parce que justement, c'est ce qui permet après de renouer, de faire en sorte que, on le sait bien, la situation de tout à chacun, la vie des amis de tout le monde n'est pas qu'au boulot. Et derrière, par rapport à leur vie personnelle, il y a énormément de bouleversements. Donc, il y a besoin un peu de se réinventer, de se retrouver et de faire que la frontière vie pro, vie perso, qui est devenue de plus en plus ténue, puisse justement se remettre en place. Et là, nous sommes en train de revivre des approches plus ou moins de stabilisation. Il n'y a pas. Aujourd'hui, je pense que celui qui sait exactement quelle est la méthode, ce qu'on doit faire impérativement quand on vient au bureau ou pas, ça, c'est bien dans les livres. Hein. Donc, il y a des approches générales. Hein, comme le disait Virginie, oui, on définit un petit peu ce qui doit être fait sur place. Avant toute chose, il y a le fait qu'il y a les adaptations individuelle, en fonction des activités, en fonction des situations de chacun, qui est fait et qui est en train d'être faite. Donc, on est en train de vivre de toute façon, Benoît, moi je parle sous mon contrôle, que l'on soit à distance ou sur site, on a les outils Teams collaboratifs et on peut être en équipe étendue où qu'on soit travailler. Demain, je peux très bien être à l'international et travailler toujours en équipe étendue avec mon équipe. Donc c'est une notion. Bien sûr. On est toujours en mode travail. Par contre, Teams va nous permettre de collaborer, d'échanger un peu plus. Si je peux me permettre de compléter, moi je dirais même qu'on doit parler encore plus de conditions de vie au travail dans ce contexte-là, parce que justement ce qu'on pouvait observer, même si bien sûr on n'est pas en 100% télétravail et on reviendra plus en détail sur l'open travail, mais ça peut être une densité, en tout cas chez nous, pour certains collaborateurs, c'est une densité très, très importante, mais ça reste du travail et il faut vraiment s'assurer que toutes les conditions de travail sont assurés pour le collaborateur, pour le collectif, qu'il ne s'éloigne pas
non plus, lui, de ce travail psychologiquement, parce que c'est le mettre en danger. On sait aussi qu'il y a des risques liés au télétravail, à la sédentarité. Donc, à la fois, il y a une protection, je dirais, individuelle, personnelle à faire. Et puis, il y a un collectif à garder et un sens du travail à garder. Et moi, ce que je trouve très challengeant, très intéressant, c'est avant, on allait au travail parce que c'était le lieu où on travaillait. Enfin, quand je dis au travail, on allait sur un site de travail parce que c'était le lieu où on travaillait, on ne se posait pas d'autres questions. Et en fait, maintenant, c'est comment nous, entreprises, comment nous, responsables de la QVT, du RSE, de l'ensemble en fait, de ce collectif, comment on modifie ou en tout cas, on adapte les choses pour que l'on ait envie de venir sur le site, pour comment on fait que ce moment de travail soit différent que celui que l'on a en individuel ou via tous les outils, et qui s'enrichissent de ça, et qu'on n'ait pas à se dire oh zut, aujourd'hui c'est ma journée sur site, mais que tout ça soit une harmonie et que l'on travaille bien dans les différents endroits, mais que surtout chacun s'enrichisse et que le collectif perdure dans tout ça. Alors, une autre expérience sur ce télétravail que vous devez peut-être aussi connaître chez Orange, moi, dans ce télétravail qui a été forcé pendant cette pandémie, même si nous sommes une petite entreprise de 1900 personnes, nous sommes quand même répartis sur la France entière, avec notamment des agences dans chaque département, mais aussi des pôles régionaux. Et en fait, il y a quelque chose d'assez intéressant qui s'est créé, je trouve, avec ce télétravail obligé, c'est l'horizontalité. Avant, on travaillait beaucoup en verticalité, puisqu'on avait les collaborateurs sur site au siège social, qui travaillaient avec les autres pôles. Et c'est vrai qu'on avait très souvent une réunion qui se faisait au siège social et les autres étaient en visio, donc ça existait déjà. Et en fait, le fait de tous se retrouver en télétravail a créé une horizontalité qui fait que des nouveaux liens, des nouvelles... ce poids, si je puis dire, du siège social existe beaucoup moins. Et voilà. Et je pense que c'est de toutes ces expériences qu'il faut qu'on s'enrichisse, et que cette qualité de vie au travail, elle doit être agile. C'est ce que je disais au départ, parce qu'elle doit s'adapter aux différentes situations, mais qu'on ait toujours cette envie du travail collectif, et que venir sur site soit une expérience riche et enrichissante, et qui est adaptée aussi à la performance. Oui, merci Virginie. Alors beaucoup de questions, on ne pourra pas toutes les prendre. Je m'en excuse par avance, mais c'est le timing qui veut ça. Une question, toi Emmanuel, qui était accompagné en tant qu'intrapreneur studio, une question sur l'accompagnement au dispositif, voilà, à l'essaimage ou le temps de respiration. Je crois que c'est toujours possible, on est bien accompagné dans le groupe. Ah oui, il y a vraiment beaucoup de systèmes pour être accompagné. Alors, je vois pas où est la question exactement. C'est l'ami Sibalouli. Quand on quitte le groupe, on n'a pas assez d'accompagnement pour lui à partir. Dans une nouvelle aventure. Ouais, pour moi, il me semble qu'on avait le choix de pouvoir faire des business models, de réfléchir à son business plan. Alors oui, c'est vrai que toute la partie intrapreneur studio, je sais plus sous quelle forme elle devait renaître de ses cendres, et donc là-dessus, il y a peut-être quelque chose à revoir. C'est vrai que le dispositif respiration, là, est assez bien décrit dans Anou, mais effectivement, il n'y a pas forcément d'accompagnement. Ensuite, je ne sais pas dans quelle direction vous êtes, mais normalement, il y a parce que moi, je suis directrice RSE, mais l'innovation et RSE aussi. Donc, en tout cas, pour DEF, nous, on a des gens qui sont en charge de vous accompagner dans vos projets comme ça, personnels, qui peuvent être liés personnels ou professionnels, d'ailleurs, projets qui sont d'innovation. C'est possible de se rapprocher des équipes OSE. Là, c'est à peu près sûr qu'il y en a dans chaque direction. Et puis, souvent, on arrive à trouver des solutions, justement, pour faire des rencontres, pour regarder les business models. Après, il y a aussi, mais c'est en dehors du groupe de la Mutuelle et d'Orange, il y a des CCI qui accompagnent, qui ont des coachs. Voilà. Ouais. Quand vous avez des projets d'entreprise, il y a beaucoup d'aide aux créateurs dans les associations. Enfin, voilà. Et c'est vrai, ça dépend l'idée. C'est aussi le but qu'on fait les créatons. Là, je disais qu'on avait fait un hackathon sur la QVT.
Et j'entendais Benoît parler ou c'était peut-être Virginie qui parlait tous les deux, vous parliez de sens, retrouver du sens au travail. Je pense que ça, c'est peut-être le lien le plus clair qu'il peut y avoir entre la RSE, la raison d'être de l'entreprise et retrouver du sens au travail. C'est-à-dire que, alors moi, je baigne dans la RSE, hein, donc souvent ce que je dis à mes collègues, non mais c'est vrai, dans le monde de l'entreprise, il y a une espèce d'expression qui dit « Ah, c'est pas le monde des bisounours ». Bah, en fait, si, dans la RSE, c'est le monde des bisounours. C'est-à-dire que, voilà, on essaye vraiment… complètement. C'est vraiment, voilà, on est porte ouverte, justement, s'il y a des gens qui ont des idées, qui veulent faire des projets, on croit, on a une confiance énorme dans le potentiel de chacun. Donc, on a une confiance a priori qui est très forte. Donc voilà, en tout cas, si c'est quelqu'un d'Orange qui se pose la question, franchement, prends un rendez-vous avec moi, avec l'équipe, et puis on trouvera une solution pour voir quel projet tu as envie de faire et te donner plein de contacts pour que ça marche. Merci Emmanuel. Pour revenir à la qualité de vie au travail, Virginie, est-ce que dans votre projet Open Lab, vous accompagnez les managers dans cette nouvelle, dans cette bienveillance oui, bien, alors déjà, on accompagne les managers d'une manière générale et c'est vrai que dans l'open travail, ça a été très important de les accompagner, je dirais, du début jusqu'à la fin du projet. Alors déjà, le projet en tant que tel de l'open travail, alors avant la pandémie, on a eu un accord télétravail qui excluait beaucoup de fonctions de métier, qui était assez à minima, si je puis dire, en nombre de jours télétravaillés. Et puis en fait, l'expérience obligée faisant, on s'est rendu compte qu'en fait, en y réfléchissant et en challengeant un petit peu, on pouvait ouvrir ça à beaucoup plus de personnes. Mais cet open travail, il est aussi sur de la confiance et puis de l'autonomie. Donc, deux piliers quand même très, très importants et qui sont à la main, alors bien sûr de l'entreprise, mais aussi tout particulièrement du manager. Donc, on a accompagné le manager sur, je dirais, deux socles très importants. Le premier, c'est pour certains, apprendre à faire confiance. Comment je fais confiance à mon équipe lorsque je ne les vois plus, lorsque je ne les ai pas sous les yeux, quand j'ai l'impression de perdre un peu le contrôle. Comment je continue à créer ce lien managérial sans donner cette impression d'intrusion, parce que si je fais un parallèle, quand vous voyez quelqu'un au téléphone, quand votre collaborateur est au téléphone, mais vous n'allez pas le déranger. Si vous le voyez, vous allez attendre qu'il ait fini sa conversation. Vous lui faites un petit signe. Mais quand vous êtes en distanciel, ça devient beaucoup plus difficile. Donc c'était vraiment toute cette méthodologie qu'il fallait aussi donc pour des managers expérimentés, c'était aussi un nouveau paradigme. Il y a l'autonomie, comment je juge de manière très factuelle, juste l'autonomie de mes collaborateurs et surtout comment je leur apprends à devenir autonomes si je considère qu'ils n'ont pas assez d'autonomie, puisque l'idée, c'était pas de dire tu n'es pas autonome, tu n'auras pas d'open travail, c'est de dire pour l'instant, je ne te considère pas comme suffisamment autonome. Apprenons, travaillons ensemble et dirige-toi vers l'autonomie. Et puis aussi apprendre à gérer parfois des frustrations. Parce que on peut pas, voilà, il y a l'open travail avec une très large ouverture, mais selon les métiers, selon les fonctions. Quand vous êtes dans une agence, vous n'avez pas la même souplesse et que vous accueillez du public, vous n'avez pas la même souplesse que quelqu'un qui travaille totalement seul sur un sujet. Donc voilà, ça a été aussi tout un accompagnement managérial. Et c'est vrai que tout l'open travail s'est fait en co-construction avec les managers, les collaborateurs, les directions bien sûr, et puis aussi les représentants du personnel. Donc il y a eu des formations précises, mais aussi ça s'est fait en apprentissage. Et puis certains managers ont appris à faire de l'open travail et du télétravail parce que certains étaient opposés à ça. Pour eux-mêmes comme pour leurs équipes. Donc voilà, ça a été tout un travail et tout un accompagnement et qui se continue parce que maintenant on passe dans quelque chose qui, on l'espère, sort de la pandémie et qui est quelque chose qu'on va dire en langage anglais dans le run. Et il faut continuer à accompagner, il faut apprendre à manager en hybride, apprendre à détecter aussi tous ces signaux faibles dont on a parlé, qui peuvent être plus évidents pour certains quand on est en présence physique, plus difficile pour d'autres. Apprendre à gérer des équipes qui sont parfois, qui sont elles-mêmes en hybride. Voilà. Donc c'est un
bien sûr, il y a des formations très importantes avec l'école du management notamment, qui a été un socle très important dans cette appropriation de l'open travail par les managers. Oui, toute la mise en place, si je peux compléter aussi, Bien sûr. de tous les instants de convivialité qui finalement font qu'on se retrouve, alors ça a l'air très, voilà, qu'on se retrouve sur site, mais aussi parfois à l'extérieur des sites pour organiser des séminaires, des rencontres. Enfin, voilà, les managers sont vraiment incités justement à créer un lien particulier avec leurs équipes, voilà, sur ouais, une autonomie thématiques. Plus importante, Voilà. Tout à fait, Marie-Hélène, tu as entièrement raison, pardon, une autonomie plus importante leur a été donnée, qu'elle soit financière et organisationnelle, avec bien sûr des outils pour les accompagner, afin et un qu'ils budget bien puissent, spécifique, voilà, un évidemment, budget. puisque voilà. Merci beaucoup, Marie-Hélène, Virginie. Benoît, cette conduite de changement, accompagnement, changement de culture managériale, elle est aussi forte chez Orange, puisque au-delà des bâtiments en flex, on apprend à travailler ensemble différemment avec des outils, des façons d'être, et il y a tout un programme d'accompagnement. Enfin, oui, exact. Oui, il y a un programme d'accompagnement qui est important, qui d'ailleurs dépasse la QVT au sens large. Bon, typiquement, comme je le disais, voilà, on a mis en place, il y a des approches de sensibilisation, des outils qui permettent d'appréhender toutes ces évolutions. Typiquement, l'évolution, parlant du manager, sur les évolutions de la gestion de l'individuel et l'évolution de la gestion du collectif. Nous avons, pour aller plus loin, parce qu'on a vu aussi que l'ensemble de ces transformations, de ces évolutions nécessitait un accompagnement pour certains qui était un peu plus poussé, dans le sens où certains collectifs pouvaient avoir des difficultés. Donc, nous avons mis en place des approches entre pairs, pour faire en sorte que les thématiques soient traitées. Et dans certains cas, on voit le côté positif des choses, mais il y a parfois des sujets qui sont un peu plus compliqués. On a mis en place des groupes de parole et de travail au niveau de certains collectifs, avec des médiateurs, alors pas dans le sens médiation QVT, des médiateurs qui sont en fait des sortes de modérateurs, qui permettent un peu aux gens justement de mieux appréhender la situation, la manière d'aborder les choses, parce que dans certains environnements, c'est parfois plus compliqué. Alors c'est très faible, bien évidemment, mais pour nous, ça a été, ces process d'accompagnement ont été mis en place et nous ont permis aussi d'identifier certaines thématiques qu'on avait peut-être mis un peu de côté et qui nous ont poussé justement, dans certains cas, à faire justement des kits d'accompagnement, des référentiels, etc. Une sensibilisation plus importante au niveau national sur certaines thématiques. D'accord. En tout cas, si ça peut te faire un peu de positif, pour moi qui ai des problèmes d'audition, et le digital et la façon de travailler aujourd'hui me convient tout à fait, puisqu'on peut effectivement, l'info est plus accessible, plus simple. Enfin, moi, c'est que du bonheur. Mais c'est mon ressenti individuel. Mais voilà, j'adore cette façon de travailler, mais je suis pas un homme de bureau non plus, quoi. Donc, non, mais tu as raison, le déploiement de l'outil aujourd'hui que nous avons et que nous utilisons est absolument clé. Il va complètement dans l'accompagnement de la transformation et des évolutions que nous avons. Et d'ailleurs, on passe, tu le sais bien, énormément de temps et d'énergie justement sur l'appropriation en tant que tel de cet outil, parce que il ne faudrait pas que cet outil qui nous ouvre sur justement ce nouveau mode de fonctionnement hybride, pour certains, il est clair que c'est aussi une difficulté. Pour certains, c'est un avantage, pour d'autres, c'est une difficulté, parce que voilà, on se réapproprie, il faut réapprivoiser un nouvel outil. Mais ce que l'on voit, c'est qu'à partir du moment où la bascule est faite, là, c'est un autre monde qui s'ouvre, qu'il faut à chaque fois, bien sûr, maîtriser et réguler quand même un peu. Et puis c'est un état d'esprit, je sais, excuse-moi Virginie, je suis trop de la parole. C'est un état d'esprit, en fait. Je pense qu'il faut arrêter de dire c'était mieux avant. C'est comment je m'adapte aujourd'hui, je me remets en cause tous les jours, mais c'est presque du comportemental. C'est une façon d'être. Excuse-moi Virginie, je t'ai coupé. Ah non, pas de souci. Je voulais compléter parce que c'est vrai que c'est un point très, très important. Nous, c'est pour ça que l'open travail, une des choses très, très importantes de l'open travail, c'est le volontariat.
c'est-à-dire que c'est pas une obligation. Il y a des personnes qui se sont bien en télétravail et d'autres qui peuvent être en souffrance ou pas pouvoir travailler dans les bonnes conditions, même si on peut apporter, nous, de l'aide matérielle. Et puis ça a aussi permis, on a mis la possibilité de travailler sur 3 lieux différents. Alors, cette réflexion, en fait, elle était antérieure, puisqu'on a eu des demandes, notamment de salariés aidants, qui, avant qu'on mette en place le télétravail, qui de manière exceptionnelle nous demandaient, par exemple, notamment le vendredi, s'ils pouvaient faire du télétravail le vendredi pour pouvoir être notamment chez la personne aidante, souvent un parent, pour pouvoir être là tout en travaillant, mais au moins assurer une présence. Et du coup, ça nous a fait réfléchir et on a proposé ces 3 lieux de télétravail qui sont identifiés, qui sont avec une assurance habitation, etc. Ça peut pas être Airbnb, location ou autre, mais qui sont bien identifiés et qui permettent de pouvoir aussi assurer ça. Et pour le handicap, c'est pareil, ça nous a permis aussi de pouvoir, avec du double matériel et de faire travailler des personnes dans des conditions peut-être qu'ils n'auraient pas pu avoir, notamment en étant en présence permanente sur site, parce que la fatigue faisant, le déplacement, le bruit aussi, ou certaines conditions de travail qui conviennent moins à leur handicap, ou des rendez-vous très réguliers par rapport à leur pathologie. Donc tout ça, c'est un process qui est intéressant, qui, je pense, permet de pouvoir accueillir le plus grand nombre de salariés, quelle que soit leur spécificité. Et donc, ça rend l'entreprise plus inclusive. Et je trouve que c'est une réflexion qui se porte, mais il faut vraiment que ça soit sur une base de volontariat, parce que c'est comme ça que l'on pourra réussir à faire que la qualité de vie au travail, que ça soit chez soi ou sur site, soit la meilleure pour tous. Et puis vous devez avoir aussi, Virginie, le médecin du travail, le manager, qui peut aménager les façons de travailler ou les modes de travail. Oui, bien sûr, mais on a mis en place des minutes santé avec notre infirmière, qui sont des vidéos avec enfin, on en fait une par mois avec des thématiques qui sont très liées à cette nouvelle organisation du travail, que ça soit l'ergonomie pour lutter contre les troubles musculo-squelettiques, aussi une hygiène de vie, apprendre à bien télétravailler. Ça peut être sur l'alimentation également, parce que c'est pas la même chose lorsqu'on est chez soi. La déconnexion, qui est un sujet très très important. Donc on donne beaucoup d'outils pour la déconnexion, mais aussi on sensibilise les collaborateurs, et ça fait vraiment partie de la prévention. C'est très important pour dire qu'ils sont aussi responsables de leur déconnexion. On leur apprend à dire stop. On leur donne aussi, on a des instants relax qui sont proposés au cours de la journée, afin de pouvoir s'aérer l'esprit, parce qu'on se rend pas compte quand on est chez soi qu'on n'a pas tous ces sas de décompression qui existent dans le collectif et dans l'entreprise. Donc on va les aider à se réapproprier des codes et à trouver une nouvelle organisation du travail. Oui, puis on voit, il y a effectivement des kinés qui passent sur les plateaux, il faut apprendre les bons gestes au travail au bureau. Il y a des séances, où on a mis en place des séances de yoga, même en coaching et tout à distance. Ça marche bien, ça participe. Oui, tout à fait, sophrologie beaucoup. Voilà, bon, ça c'est pas trop ma tasse de thé, mais bon, chacun y trouve son. Voilà, il faut proposer. Je suis pas assez calme, moi. Proposer le plus grand nombre à tous. Voilà. Et du coup, je vous remercie beaucoup. Il nous reste 7 minutes. On a beaucoup de questions, et celles auxquelles on n'a pas répondu, je pense à Laurence Nabé, on te répondra à part avec Emmanuel. Voilà. Non, mais je peux citer des choses. Alors effectivement, nous, ce qui était sorti D'accord. Ouais. Mais comme il nous reste 7 minutes, et je voudrais faire un petit jeu avec vous tous, c'est vous travaillez dans la qualité de vie au travail. On a vu, il y a beaucoup d'attentes sur ce bien-être, bien vivre au travail. D'ailleurs, il y a Orange a eu plusieurs fois des catégories, des leaderships de bien vivre au travail, Benoît. Si vous aviez une baguette magique, et pour reprendre une phrase I have a dream, ça serait quoi votre ambition qu'on dise de la QVT à la fin 2022 par exemple, ou I have a dream, Virginie, je voudrais que les salariés disent qu'est-ce que je suis bien, la Mutuelle Générale. Voilà, sentiment de fierté, d'appartenance. Et puis d'être bien, d'être aligné, d'être bien avec ses valeurs, d'être bien avec son travail, d'être bien avec ses collègues, de se sentir bien. Je pense que c'est peut-être la chose qui n'est pas facile actuellement, d'une manière générale. Donc si au moins dans cet espace entreprise, ils peuvent se sentir bien. Après,
On ne peut faire que ce qu'on peut faire, hein. Nous ne sommes qu'une entreprise. Donc, c'est un travail, mais au moins qu'ils soient bien dans leur travail, ça serait déjà une bonne chose. Et justement, Virginie, le fait d'innover socialement dans la qualité du travail, est-ce que ça attire des talents, ça permet des recrutements, ça... Oui, oui, tout à fait. Des Et jeunes, complètement. Et l'open travail a permis vraiment ça et de pouvoir. Et c'est à double effet parce que ça permet aussi d'accueillir des talents qui géographiquement n'étaient pas situés là où nous sommes et qui, grâce à l'open travail, peuvent conserver leur vie et intégrer. Donc, ça attire des talents et nous, ça nous permet aussi d'aller chercher des talents. Oui, merci. C'est beaucoup. Vous m'entendez? Oui, Marilène, on t'entend. Oui, et là aussi? Oui, pardon. C'est beaucoup de souplesse dans un cadre totalement prescrit, en fait. Et ça, c'est ça aussi qui est super intéressant. Et c'est aussi la raison pour laquelle certaines personnes aussi envisagent de déménager dans d'autres régions. Donc, vraiment, c'est une véritable volonté que de faire en sorte que ce soit le collaborateur, finalement, qui choisisse son mode de vie dans un cadre prescrit. Voilà, c'est ça qui est important. D'accord, donc plus d'autonomie et de liberté dans un cadre quand même défini avec des règles du jeu. Quoi. Tout à fait. Au service de la performance. Exactement. Ouais, quand même. Il y a quand même de la performance. Oui. Hein. On n'est pas au Club Med. Voilà, bon, je pense que même au Club Med, il y a de la performance. D'accord. Ok, Benoît, tu veux... I have a dream, Benoît? I have a dream, oui. Alors, en effet, tu as raison, il n'y a pas de baguette magique, mais c'est vrai que par rapport à tout ce que nous menons, de faire en sorte et de se dire que l'ensemble des collaborateurs se disent, nous sommes accompagnés, l'entreprise nous accompagne aussi dans la transformation à la fois sociétale et d'entreprise, qui est cet accompagnement. Et derrière accompagnement, il y a, et je rejoins ce que disait Marie-Hélène, hein, il y a sur une notion de cadre, mais il y a ces marges de manœuvre, ces réponses que l'entreprise peut apporter, tout en gardant en tête justement l'équilibre à la fois de la performance sociale et de la performance économique. Parce que c'est pour ça que moi je me bats un peu là-dessus. La QVT, c'est pas le bien-être, que le bien-être. C'est entre autres le bien-être, mais il y a tout le reste. Voilà. Donc à un moment, il faut quand même que ce soit bien. C'est une sorte de vision un peu globale. Et pour moi, je pense qu'on est, et c'est un peu un honneur, je trouve, pour nous tous, en tout cas professionnellement, je dois l'avouer, d'être en mesure de travailler et de contribuer à ces évolutions qui nous poussent à beaucoup d'humilité sur le sujet. Il n'y a pas de baguette magique, mais en tout cas, il n'y a pas de fatalité. Et aujourd'hui, il y a des solutions. Et il y a quelqu'un parlait, je le regardais, voilà, il y a une notion d'alignement. Alors, l'alignement, il y a plusieurs manières de le voir, mais je pense qu'au-delà de l'alignement, c'est qu'il y a une compréhension réellement à la fois de la destination où nous souhaitons aller et du chemin que nous allons prendre. Et je pense qu'il y a vraiment tout un travail de communication. C'est aujourd'hui l'évolution de la qualité de vie au travail dans nos entreprises, et je déborde de la Mutuelle Générale, d'Orange, etc. C'est un chemin qui nécessite en effet d'avoir défini une politique, une vision, etc., qui se traduit par des effets, par des éléments concrets. Mais voilà, c'est ça qu'on doit mener tous ensemble. Et ce n'est pas uniquement nos directions, QVT, etc., etc. C'est bien le travail de tous et de toutes au quotidien. Voilà. Oui. Et en plus, vous avez un atout caché, Benoît Emmanuel, c'est que vous venez de l'opérationnel. Vous étiez directeur d'agence entreprise, pour ne rien dire. Donc, vous connaissez pas que le fonctionnel. Enfin, vous avez une vue du terrain en plus du corporate. Quoi. Oui, c'est pour ça qu'il faut du pragmatisme. Voilà. Allez, on va laisser 2 minutes à Emmanuel. Tout à fait. Emmanuel pour la baguette magique ou... pour conclure, il reste 2 minutes. Ouais. Pour conclure, moi, je pense qu'effectivement, la QVT, c'est une affaire d'entreprise, mais l'entreprise, c'est qu'une somme de personnes avec le fait de travailler ensemble pour une mission globale. Et je pense que ce qui serait pour moi magique, c'est que chacun arrive à voir et être fier de tout ce qu'il peut faire et de ce qu'il a pu apporter. Il y a
c'est une petite anecdote, hein, mais parfois il y a des gens qui me disent je vais pas écrire un mail de remerciement parce que ça va polluer. Mais non, ça pollue pas un mail, c'est presque rien, c'est 10 puissance moins 7 grammes de CO2, donc vous inquiétez pas là-dessus. Et un merci, mais c'est génial. Donc je pense que c'est le rôle de tout le monde de reconnaître les actions de chacun. Ça peut être rien du tout, hein. Ça peut être un sourire le matin, ça peut être demander des nouvelles des enfants quand on sait que justement la personne est en télétravail et que c'est pas toujours commode. Ça peut être de proposer de l'aide. Moi, j'ai des gens dans mon équipe qui proposent de l'aide spontanément. Mais franchement, 1000 fois merci à ces personnes-là. Vous pouvez pas savoir comme ça apporte des choses et ça fait de la qualité au travail pour vous et pour toute l'entreprise. Donc, je pense que si avec une baguette magique, c'est que chacun pourrait se dire, voilà, moi, ce que j'ai apporté chez Orange, voilà ce qui s'est transformé grâce à moi. Je pense qu'on est vraiment dans un mode de transformation. Hein. Maintenant, avec la RSE, tout le monde le voit. On voit bien que nos systèmes, notre façon de faire, la croissance infinie dans un monde fini, c'est pas possible. Donc, de toute façon, il faut trouver d'autres façons de faire. Donc, il faut transformer des choses. Chacun a son rôle à jouer. Et donc ça, pour moi, ça serait vraiment le truc ultime de la QVT, c'est que chacun puisse se dire, voilà, grâce à moi, voilà dans mon travail ce que j'ai pu transformer et j'ai rendu tant de personnes heureuses grâce à ça. Voilà, écoutez, il est l'heure, donc je retiens qualité de vie au travail, c'est possible et il faut de la solidarité, connaître sa chaîne, aussi bien à la Mutuelle Générale que chez Orange. Et on travaille ensemble sur d'autres sujets, voilà, sur ces questions-là. Et c'était vraiment très riche et intéressant. Et je crois que la question des aidants aussi, tu travailles aussi sur les aidants, Benoît, avec la Mutuelle Générale. Oui, voilà, donc on aura l'occasion de revenir vers vous sur d'autres sujets, mais voilà, déjà, essayons de profiter, voilà. Merci à bientôt. Merci à tout le monde. Merci, Benoît. Merci, au revoir. Merci, au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.